Et est-ce que j'ai vraiment nécessité de faire une introduction juste pour vous parler de mes plus grandes déceptions de cette année 2024 en termes d'animés ou œuvres animées? Je ne pense pas. Par contre, si vous commencez par cette vidéo et non pas par celle de mon top 5 2024, je vais juste faire quelques petites précisions sur comment j'ai construit mon flop 5 de l'année 2024. La première chose, et à l'inverse du top 5, je risque de vous parler des différentes suites d'une série animée ou de séries animées. Par exemple, je vais vous parler de saison 2 ou saison 3 ou saison 4. Tout simplement, j'ai été déçu d'une saison 2 qui est sortie cette année et je ne pouvais pas garder ce sentiment de déception et de colère en moi. J'avais besoin de l'extérioriser et c'est pour ça que je change de règle. Désolé. L'autre précision, c'est que je regarde souvent les séries d'une traite. Donc j'attends qu'elles soient terminées ou au complet, ou presque complétées, genre il reste un épisode ou deux, pour commencer à la regarder. Ce faisant, j'ai le temps de trier les séries que je souhaite regarder ou non, et par extension, les séries que je vais regarder, c'est celles où je sens qu'il y a un intérêt ou que je vais adorer le genre ou les genres qui sont présentés dans l'œuvre. Si c'est une série d'action, de comédie, de thriller, etc., etc. Donc, normalement, je ne peux pas être déçu par ce que je vais regarder cette année. Non. Bienvenue dans cette vidéo de Flop 2024. Ah, avant que j'oublie, parce que je sens qu'on va m'en parler dans les commentaires, ou peut-être pas. Dernière petite parenthèse avant que ce flop se lance. Et non, je ne parlerai pas de la saison 2 de Blue Lock, parce que déjà, je n'ai à peine regardé la saison 1, j'ai dû regarder 3 épisodes. Ça m'a pas plus intéressé que ça, j'ai préféré lire le manga. Donc voilà. Désolé pour ceux ou celles qui attendaient un peu de sang et de combat contre cette animation que j'ai pu voir des extraits potentiellement catastrophiques sur la saison 2 de Blue Lock. Je n'ai pas d'avis, ça me concerne pas des masses, je l'ai pas regardé. On y retourne dans ce flop. La première œuvre que je vais vous présenter est une semi-déception. En toute franchise, j'ai longuement hésité de le mettre dans les mentions honorables, puis après mûre réflexion, je pense qu'il mérite sa place dans les flops. Dit comme ça ne vous vend pas forcément du rêve, et après je ne sais pas si je dois vous vendre du rêve, mais vous allez comprendre pourquoi. Avant tout, l'œuvre s'appelle Viral Hit, ou dans une édition précédente c'était How to Fight, et en japonais ça s'appelle Kenka Dokugaku, et l'œuvre ou l'anime est une adaptation du webtoon manhwa coréenne de l'auteur Tae-Joon Park. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, c'est aussi l'auteur qui est derrière l'œuvre Lookism et qui a une adaptation animée sur Netflix. Maintenant, de quoi parle How to Fight ou Viral Hit? Nous allons suivre le quotidien d'un lycéen qui s'appelle Ryo Ruby. Il est faiblard, un peu maigrichon, et malheureusement il doit un peu enchaîner de nombreux jobs étudiant pour pouvoir récolter de l'argent et ainsi soigner sa mère qui se trouve à l'hôpital. Au vu de sa situation familiale et de son physique, malheureusement pour lui, il va se faire aussi harceler à l'école. Et pour couronner le tout, son harcèlement sera retransmis sur une plateforme qui s'appelle YouTube. Plusieurs personnes ou caravanes de classe vont un peu se moquer de lui ouvertement au travers des réseaux sociaux, YouTube, et tout le monde va un peu rigoler de sa misérable vie. Par la force des choses, il va aussi ouvrir une chaîne YouTube avec Ojiwok, j'espère bien le prononcer, et donc la thématique principale de cette chaîne YouTube, c'est les combats. Oui, vous avez bien entendu, un lycéen maigrichon qui va se lancer dans YouTube pour la bagarre. Pourquoi, comment, ça sera présenté dans l'œuvre. Vous l'aurez compris, encore une fois, je suis un homme simple. Je vois une œuvre où ça parle de bagarre, j'ai envie de regarder l'œuvre. Surtout que j'apprécie énormément le webtoon de base, qui est aussi disponible sur webtoon.com. Je pense qu'à un moment donné, je vais faire un partenariat avec eux. Tout est gratuit, les dessins sont magnifiques, l'histoire est super cool, c'est entraînant. On suit les aventures, les différents combats, les différents personnages, et rien n'est blanc, rien n'est noir, c'est assez grisé, et les propos sont plutôt bons, en tout cas dans l'œuvre de base. De plus, les thématiques abordées ne s'arrêtent pas que à l'harcèlement scolaire. Bien sûr, ça dénonce l'harcèlement scolaire, mais ça dénonce aussi le pouvoir des réseaux sociaux, de ce qui se cache derrière les personnes, derrière les caméras. Ne pas juger la personne ou idolâtrer la personne qu'on voit au travers de l'écran, et d'autres choses comme les dangers de la société coréenne, notamment par la drogue, etc. Vraiment des sujets très intéressants, des thématiques très intéressantes comme
Tae Joon Park sait faire au travers de ses œuvres. Donc, je me suis dit, une adaptation animée d'un webtoon coréen que j'apprécie énormément, en plus, un de mes préférés, donc ça ne peut que fonctionner. Là, je simule une petite case cochée. Avant tout, je vais vous parler des points forts de la série, car il y en a. Oui. Nous avons les seiyuu, et pas n'importe qui, nous avons aussi monsieur Sugita Tomokazu, un seiyuu que j'apprécie énormément depuis sa prestance dans Gintama pour le rôle de Gintoki. En plus des seiyuu, les musiques sont cool. Elles restent pas non plus en tête, elles sont pas non plus incroyablement mémorables, mais elles sont plutôt présentes, tombent au bon moment, de bonne facture. À la même manière que Mao 2099 que j'ai pu parler dans mon top 2024, ici l'ending de Viral Hit, je ne sais pas pourquoi j'apprécie le rythme et de temps en temps je me l'écoute en boucle. Pendant ce temps, je ne parle que de choses positives, que ce soit pour l'histoire, malgré qu'elle soit simple mais efficace. Les personnages sont tous attachants et, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément de bons ou de méchants, enfin, quoique il reste quand même des antagonistes forts, parce qu'il y en a énormément, mais aussi le protagoniste évolue, et on voit une réelle évolution aussi de son entourage. C'est appréciable. Les musiques sont plutôt ok, voire ok, bien tiers, pardon. Et les seiyuu sont de bonne qualité. Et en parlant de musique, chose à souligner, les épisodes de cet animé sont structurés de la même manière que les épisodes d'une série coréenne avec des acteurs. C'est-à-dire que au milieu des épisodes, ou même en fonction des moments forts des personnages dans leur dialogue, ou même des rencontres avec d'autres personnages, il y a une musique pop qui apparaît. Voilà. Petit extrait de l'épisode 5, si je dis pas de bêtises, ou de l'épisode 6, où un des personnages va faire un discours fort et une musique pop apparaît de nulle part. Et malgré tout ça, ce fut la douche froide. Et je le dis avec beaucoup de peine, car c'est sur 2 points, vraiment 2 gros points noirs, qui fait que ça passe pas. La première, c'est l'animation. Elle est ni bonne ni mauvaise, elle adapte réellement, ou plutôt elle anime le webtoon. Et quand je dis elle anime, c'est... On n'est pas à l'image de Berserk, la dernière adaptation animée, mais on n'est pas loin, c'est vraiment... Je vais vous montrer pas mal d'extraits en parallèle, mais c'est juste mettre en mouvement très rapidement certains personnages, la surutilisation de flashbacks ou des mêmes scènes dans le même épisode. C'est-à-dire que dans un épisode, on va voir 4 fois la même chose à différents moments, avec ou sans ralenti. Et surtout une surutilisation d'un effet qui donne l'impression de mouvement ou de vitesse. Il y en a dans tous les épisodes, tout le temps, dans toutes les situations, que ce soit des situations de combat, humoristiques, tranches de vie, partout. Enfin, c'est juste un cache-misère. Et c'est ça qui me peine énormément. Il y avait tellement de choses et c'est juste une adaptation limite stricto sensus du webtoon, avec vraiment quelques mouvements par-ci par-là, et on voit jamais par exemple un corps entier se déplacer d'un coup, en majorité des épisodes, mis à part les combats. Et là c'est le deuxième point noir, ce sont les combats. Pour une œuvre qui tourne autour principalement de combats, avec différents arts martiaux, donc différentes chorégraphies, intensité aussi durant les combats, parce que par moments ça va être de vie ou de mort, il y a des choses à montrer, il y a des choses à faire, et c'est déjà c'est mou du genou, vraiment, c'est assez lent, comme à mon sens en tout cas, je trouvais ça lent les combats, c'est mal rythmé aussi. Au milieu d'un combat, d'un coup on a un flashback de comment s'est passé l'entraînement de Yoo-bin, où on passe vers un autre personnage qui est en train de regarder en live le combat, qui va commenter. Et je comprends tout à fait, car dans le webtoon, c'est la même chose. Sauf que dans le webtoon, soit ça fait quelques cases, ou ça peut faire plusieurs pages, on va dire, mais de par cette particularité du format où c'est une lecture horizontale, chose assez propre au webtoon, on va dire, ça va pas casser le rythme, car on joue avec le format, à la différence des mangas qui sont vraiment... Il y a des pages avec des cases liées avec un découpage, un ombrage. Le webtoon, souvent, on va faire outre, on va dire, les cases, on peut juste avoir des images sur fond blanc.
je vous montre des extraits en parallèle, mais ça casse pas le rythme du combat, sincèrement, on garde cette intensité, et même, on est un peu à la même manière que les viewers ou les personnes qui sont en train de regarder le live, on se pose des questions de « Ah mais pourquoi Yoobin fait ce coup-là? Comment il arrivait à penser à ce coup-là ?» Et du coup, on a la réponse à nos questions. Mais on reste dans le combat avec le format webtoon. Mais là, en animé, c'est beaucoup plus long parce que déjà, on a des voix, enfin des seiyuu qui vont parler avec leur rythmique, donc soit ils vont parler lentement ou rapidement, et on a des transitions un peu de... On passe d'une scène à une autre sans réelles explications, enfin c'est une coupure en fait, donc... Et c'est gênant, parce que on perd cette intensité, et après en plus on revient dans le combat qui nous remonte à ralenti de la scène d'avant, tout ça en moins de 5 minutes, et on sent encore à nouveau ce côté, le budget n'était peut-être plus présent. Oui, oui, oui. Et on sent que peut-être que le studio a manqué de budget, de temps ou autre, je ne sais pas, mais il y avait un énorme potentiel. Il n'y a pas tout à jeter dans la série, bien sûr, rien que de vouloir coller au format des séries coréennes drama, K-drama, c'est très bien de l'adapter ou mettre au format animé, mais ça m'a pas convaincu jusqu'au bout, et je vais pas vous mentir, même la fin m'a un peu ennuyé. Les 2 derniers épisodes, je suis en mode, oh, tellement dommage. Bref. Et aussi, il y a un petit côté rushé, parce que je crois que les 12 épisodes font, je crois que ça fait un chapitre presque, 1 ou 2 chapitres par épisode. Prenez le temps, enfin les combats peuvent prendre le temps aussi. Par exemple, on commence le combat s'enchaîne, il y a une finalité, et après on a un flashback. Pourquoi tout mélanger comme dans le webtoon? Voilà. C'est dommage. Je peux quand même vous... Regardez-le, c'est pas ni bon ni mauvais encore une fois, ça fait que 12 épisodes, ça change un peu aussi des animés japonais, bon ça reste quand même produit par un studio japonais, mais avant tout il y a une patte coréenne, donc essayez-vous à cette série. Et si vous appréciez bien, regardez Windbreaker du coup, où il y a vraiment des beaux combats chorégraphiés. Ou lisez le webtoon, encore une fois, vous pouvez le retrouver gratuitement sur le site webtoon en vous inscrivant, etc. Et après, si je dis pas de bêtises, vous avez les premiers chapitres gratuits, traduits en français, et après vous pouvez aller plus loin avec les traductions en anglais. Malheureusement, ce n'est pas ma seule déception en termes d'animé de combat. Et non. Et on passe au suivant. Ah, Buchigiri, tu avais tout pour plaire. Tout pour plaire. Et pourtant, avant de rentrer comme toujours dans le vif du sujet, je vais vous donner un petit résumé de l'œuvre. Nous allons suivre un personnage. Que dis-je? Le roi des personnages détestables appelé Aladdin, qui va rejoindre un lycée connu pour être lieu de rivalité entre 2 gangs de voyous. Mais ça, Aladdin, il s'en moque de tout ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est perdre sa virginité. Oh, quel homme, quel lycéen incroyable! Et que ce soit de la violence ou autre, il s'en contrefiche. Lui, ce qu'il veut, c'est sortir avec l'unique fille de sa classe, malgré qu'elle l'ait manipulé à moult reprises dans des situations improbables. Il s'en moque, il veut toujours sortir avec elle. Et parce qu'il n'est jamais assez chanceux dans sa vie, il va rencontrer un djinn ou un génie, ou on sait pas trop en fin de compte, qui va lui prendre possession de son corps par moment pour se bagarrer, parce que lui c'est ce qu'il veut, se bagarrer, ce djinn ou ce génie. Ah, il y a aussi un 3e gang qui s'en mêle de tout ça. Vous l'aurez compris, au travers de ces synopsis un peu de mauvaise foi, je ne porte absolument pas l'œuvre dans mon cœur. Oh là non. Pourtant, le trailer m'avait extrêmement donné envie, avec déjà énormément de couleurs, d'influence aussi du conte des Mille et Une Nuits. Après tout, Aladdin, c'est pour Aladdin en japonais. Le principe des génies ou des djinns, toujours dans les contes des Mille et Une Nuits ou dans la culture du Moyen-Orient. Et même dans le design des personnages qu'on pouvait voir au travers des trailers ou du premier épisode, tout donnait envie de plaire, sincèrement. Mélangez à tout ça un studio d'animation qui n'a plus rien à prouver. Si je vous dis MAPPA, vous pensez forcément à Jujutsu Kaisen, donc potentiellement on aurait pu avoir les mêmes équipes d'animateurs ou animatrices qui géraient les combats ou les chorégraphies de combat. Donc on allait être dans de bonnes mains, réellement. Vous comprenez ma frustration un peu là, qui commence à grandir? Et on le voyait au travers du trailer que c'est coloré, c'est mouvementé, même avec un peu de comédie un peu loufoque. Et moi ça m'allait, je voulais être dans ce train de la hype. Je voulais être dans ce train et me laisser porter dans ce voyage. Et je me suis laissé porter dans ce voyage de haine. Le
plus grand défaut de cette œuvre, en fin de compte, c'est son scénario, ou plutôt l'enchaînement des différents événements qui vont narrer cette histoire. C'est cousu de fil blanc à tout va, on n'y croit pas une seule seconde. Le protagoniste Aladdin va se comporter comme un idiot, sans raison par moment, juste pour faire avancer l'histoire, et c'est énervant. Il n'y a aucune logique. Par exemple, dans le synopsis, je disais que Aladdin va essayer de sortir avec la seule fille de sa classe, ou l'une des seules filles qui accepte de discuter avec Aladdin. Celle-ci le manipule quasi tous les épisodes, et à chaque fois il se finit soit pour assister à un combat, soit pour se battre. Lui qui déteste ça, et qui fuit catégoriquement tous les combats. Mais dès qu'il s'agit d'elle, oh bah là, oh là là, comment il résout les combats? Il va juste crier au fond de lui, passionnément, « Je veux perdre ma virginité !» Le djinn prend possession de lui, et hop, c'est fini en un coup. Et entre ça et son ami d'enfance qui est lycéen, qui se comporte comme... Je sais même pas comment définir son comportement, qui continue à croire son Aladdin, alors que Aladdin lui a toujours mis des faux bons dans chaque épisode, et qui ne cesse de le retourner sa veste aussi à la moindre chose. Je ne comprends rien à cette histoire. Il n'y a rien qui marche. Par exemple, Aladdin est un personnage détestable, et on comprend vite que les différents événements vont faire que Aladdin va assumer qui il est, qu'en fin de compte, les réels amis ou le réel ami qu'il a depuis le début, c'est son ami d'enfance, et qui doit lui tendre la main, et qu'il va devenir quelqu'un de plus respectable et d'acceptable aussi. Mais on le voit à 10 000 km, et c'est long cette transformation. Il y a 12 épisodes, écoutez-moi bien, c'est uniquement dans les 2 derniers épisodes qu'il est ok tiers, et encore, je pèse mes mots. Et pareil pour son ami d'enfance, il sombre d'une certaine manière, ou veut faire une distanciation sociale, je veux dire quasi sans raison, au milieu de la série, alors qu'il a des gens avec qui il tient, ou des gens qui tiennent à lui, et qui l'épaulent depuis le début. Je comprends ce que ça veut faire, mais ça le fait de la pire des manières. Et je disais tout à l'heure un peu, au pire c'est pas bien grave tout ça, si c'est un animé qui parle de combat. Mis à part l'épisode 2, qui a un combat plus ou moins... Non, je lâche une mauvaise fois. À part dans l'épisode 2, où il y a un combat plutôt bien chorégraphié, le reste c'est... Soit c'est fini en un coup, il n'y a aucune tension, il n'y a rien, soit on n'y croit pas à une seule seconde au combat qui sont en train de se dérouler. Puis je me suis dit, c'est peut-être un boys love caché, c'est que les 2 protagonistes principaux, donc Aladdin et son ami d'enfance dont j'ai oublié le prénom, je ne veux même pas m'en rappeler, sont amoureux, ou qu'ils se vouent des émotions assez fortes l'un et l'autre. Après tout, Aladdin a fui son ami d'enfance pendant longtemps, parce qu'il avait pour X ou Y raison, et c'est peut-être parce qu'il commençait à avoir des sentiments amoureux pour lui, et qu'il ne se l'avouait pas, et que peut-être en fin de compte que toute cette partie de djinn, ou envie de faire parler les muscles, de faire communiquer les points, c'est une manière de affirmer son homosexualité. Et auquel cas, bah, ça aurait été très bien si c'était mieux fait, ou mieux travaillé, ou assumé. Voilà, c'est ça qui manque, ou assumé, parce que aussi, son avis d'enfance, ça expliquerait aussi sa distanciation sociale, sa dépression potentielle, ou son isolement, était qu'il voyait la personne qu'il aime, tout simplement, bah, le fuir sans cesse, le trahir, et ou traîner avec des personnes, ou une fille, sortir avec une fille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si c'était assumé cette thématique de romance homosexuelle au travers du conte des Mille et une nuits, et sur fond de combat qui représente un peu cette, pas virilité, mais cette masculinité non avouée, il y avait quelque chose à faire. Et sauf que là, on se trouve entre le clou et le marteau. C'est soit on a un boss love assumé avec fond de combat, soit c'est un animé de combat, mais du coup on nous met une tension bizarre entre 2 personnages masculins qui n'a pas lieu d'être d'avoir une tension comme ça pour une œuvre de combat. Mais mis à part ça, c'est long, c'est mou, on s'ennuie, et c'est cliché à tout va, sincèrement. Je pense qu'à partir de l'épisode 7 ou 8, à un moment donné, j'appuyais juste sur le fast-forward pour avancer des scènes, parce que elles ne servent pas le propos de l'histoire, elles tombent là parce qu'elles doivent remplir aussi 20 minutes d'épisode. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce bout de Jikili. Regardez le trailer, regardez les 2 premiers épisodes, vraiment le 2e épisode. Les 2 premiers épisodes sont intéressants, sont cool, un peu divertissants. Arrêtez-vous là. Maintenant, j'étais déçu de 2 séries axées sur le combat ou l'action. Je vous rassure, mes déceptions sur ce genre-là s'arrêtent. On passe maintenant à la comédie.
L'animé que je vous parle était l'animé le plus farfelu et surtout attendu par de nombreuses personnes, moi le premier, car c'est une série 100% comédie, chose assez rare de nos jours d'avoir une série qui s'assume 100% comédie. Et au-delà de ça, ça avait l'air d'être complètement farfelu avec beaucoup d'autres références vidéoludiques, animés, séries télé, films, etc., etc. De plus, et pour vous montrer à quel point ça suscitait énormément d'intérêt, que ce soit pour les spectateurs, mais aussi par les plateformes. Vous pouvez la retrouver sur Netflix, Prime Video, Crunchyroll et même ADN. Cette série a été aussi au milieu d'un petit drama auprès de Crunchyroll avec toute cette histoire de sous-titres générés par une IA, etc., etc. Que ce soit dans le synopsis ou au travers des extraits du trailer ou des premiers épisodes que je peux vous présenter, vous constatez très vite que l'humour est mis en avant. Et surtout un humour un peu what the fuck, loufoque, chaotique, comme on les aime bien ici. Tout mise en fin de compte sur soit de l'humour visuel ou de la comédie visuelle au travers des différentes mises en scène un peu étranges on va dire, ce qui se traduit par des changements de style d'animation, mais aussi par un humour mis en avant au travers des situations auxquelles les différents personnages vont se trouver, notamment traduit par Nonoko avec ses différentes cornes explosives qui sont détachables, ou même par moments, comme vous pouvez le voir, genre elle peut s'enlever le haut du crâne, etc., etc. Je suis assez friand de cet humour, peut-être à cause ou grâce de Gintama entre autres, mais je me suis laissé tenter, j'ai regardé le premier épisode qui est, ma foi, fort rigolo. Je me suis surpris à rigoler vraiment un peu ho 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 ho, et je me dis, ça peut que promettre du bon pour la suite. Tout le reste va de mal en pire dans cette série. L'histoire n'a aucune cohésion entre elles, voire est complètement inexistante. C'est-à-dire que tout ce qu'il se passe dans un épisode va exister uniquement dans cet épisode et n'aura aucun impact dans les autres, que ce soit pour les personnages ou même pour l'intrigue s'il y en a une. Il n'y en a pas d'intrigue. Par exemple, dans l'épisode 2 ou 3, la protagoniste va malencontreusement être le sujet d'un quiz qui va mettre deux participantes, Nonoko et un autre personnage. Au travers de ce quiz, où l'ensemble du lycée, ou une grande majorité du lycée, va participer en tant que spectateur et spectatrice. Donc la thématique de ce quiz est notre protagoniste et surtout un peu ses petits secrets gênants, son petit jardin secret, ces petits trucs honteux. Bien sûr, notre protagoniste sera au fur et à mesure de ce quiz mal à l'aise, va répondre véhément en mode arrêtez, etc. Les autres personnages, notamment les lycéens et lycéennes, seront en mode oh mon dieu, notre idole, fais ça, oh c'est trop bien, etc. Donc du coup, les gens savent qui elle peut être, etc. Est-ce que c'est une voyou ou pas voyou? Bref. L'épisode suivant, même elle a oublié ce trauma. C'est vraiment aucun impact sur quoi que ce soit. Les autres lycéens et lycéennes la considèrent toujours comme une idole, alors que l'épisode d'avant, on avait des choses honteuses, genre elle parlait encore avec des poupées jusqu'à genre ses 14 ans, etc. Enfin, je pense que le plus gros aussi qui m'a sorti, c'est genre Nonoko fait péter un gymnase. L'épisode d'après, gymnase, oh il est ok. Ah, elle a des bombes qui lui servent de corne, bon c'est pas grave. Enfin genre, ça me fait sortir de la chose, réellement. Là où Konosuba, par exemple, excellente comédie encore une fois, soit dit en passant, ou même Gintama, quand ils mettent en place des situations un peu loufoques, ils vont resservir pour plus tard, ce n'est pas un peu hasardeux, il y aura un intérêt. Par exemple, si je vous prends dans Gintama la scène avec le shogun qui fait du ski, il y a un intérêt plus tard à cette scène, enfin ça va servir aux personnages et aussi leurs relations qu'ils vont avoir, et ils vont s'en rappeler au travers de flashbacks ou autres. C'est utile, c'est loufoque, c'est un peu bizarre, mais c'est utile, ça sert à l'intrigue. Ici, que nenni. Et encore si la comédie, qui est non son plus grand axe principal, fonctionnait, ce n'est pas le cas. Plus on va dans les épisodes, plus les blagues sont répétitives et ne font plus très mouche en fait. Donc
Pourquoi En plus, l'animation était tellement prometteuse, on va dire. Ça fait un flanc. Voilà, je vous le dis dans mon cœur. J'ai mis Nonoko Shira, j'ai oublié le nom. My Dear Friend. À l'image de ma santé mentale au fur et à mesure de ce flop, tout s'est effondré à partir de l'épisode 1. Là voilà la fameuse exception à ce top flop, la saison 2 de Tower of God. La saison 1 était sortie il y a maintenant 4 ans, enfin 5 ans, en 2020, et fut une réelle surprise, que ce soit en termes de narration, mais aussi en termes design. Car elle s'éloigne un peu du format d'origine, qui est le webtoon du même nom de monsieur Siu. Je disais, elle s'éloigne du format d'origine d'un point de vue un peu design, notamment au travers des décors et de l'ambiance. Un jeu de palette de couleurs assez intéressant qui retransmet ou retranscrit une ambiance mystérieuse, pesante de la tour. En plus de cette esthétique unique et authentique en termes d'animation, nous avions monsieur Pekin Kevin à la composition de la musique et qui, encore à ce jour, est l'une des meilleures OST que j'ai pu entendre en animé. Bien sûr, j'omets de nombreux points forts de la saison 1 et je vous laisserai les découvrir en regardant la série car elle vaut vraiment le coup. Pour finir sur cette saison 1, elle se terminait sur un cliffhanger assez conséquent et il nous faisait comprendre que tout ce qu'on venait de voir était potentiellement une introduction aux événements ou ce qui allait se passer dans cette fameuse tour mystérieuse. Et on n'avait qu'une envie, c'était de découvrir la suite. Suite qui fut annoncée et devait sortir 4 ans après, donc en 2024. L'attente était peut-être un peu trop longue au point que j'ai commencé à lire le webtoon sur webtoon.fr ou webtoon.com, donc légalement, tout gratuitement en français, et vous pouvez tout lire de la saison 1 jusqu'à la saison 3, ou plutôt la partie 1 jusqu'à la partie 3. Allez-y, si vous ne le savez pas, vous avez beaucoup de choses à lire. Après ces 4 ans, la saison 2 sortie dans nos contrées, et plus précisément sur Crunchyroll. Déjà, il y avait un sapin au milieu du village. Non. Une église au milieu de la pièce. Non. Un éléphant dans l'église. Oui. Car il y a eu un changement de studio entre la saison 1 et la saison 2. Bon, après, ce n'est pas chose rare qu'il y ait un changement de studio entre une saison 1, saison 2 ou saison 3. Par exemple, One Punch Man, il y a eu un changement de studio entre la saison 1 et saison 2. Ce n'est pas forcément gage de mauvaise qualité. Il y a un petit truc qui rentre dans le nez, c'est qu'on passe d'un studio qui a déjà fait ses preuves en termes de qualité d'animation. Le premier studio a travaillé principalement sur les films ou les séries de Lupin the Third, excellent film et excellente série que je vous recommande au passage, auprès d'un studio un peu inconnu au bataillon, et quand je regarde ce qu'il a pu faire sur My Anime List, il n'a pas fait de bonnes séries ou des séries bien notées. Mais ne jugeons pas trop vite un studio d'animation ou une série avant même d'avoir regardé le premier épisode. Oh, alors, le premier épisode, ou même les premiers épisodes. Comment dire? Tout en restant poli. Ouais, hein. Vous savez ce que j'ai reproché en fin de compte à Viral Hit? Et ben c'est ce que je vais reprocher aussi à Tower of God, la saison 2. Visuellement déjà, on perd quelque chose entre la saison 1 et saison 2. Je disais tout à l'heure, la saison 1 avait quelque chose d'unique d'un point de vue design et d'ambiance visuelle. Et ben là, la saison 2, on a perdu en fin de compte ce style pour retrouver une adaptation assez classique ou stricto sensu du style de l'auteur. Ce qui fait qu'on passe quelque chose d'assez coloré à une animation beaucoup plus fade et ça donne un petit côté gris à tout ce qu'on est en train de regarder. Et surtout, je disais que ça essayait de coller un peu plus au style de l'auteur, sauf que la partie 2 était sortie d'un point de vue webtoon il y a aussi 4 ans de cela, et l'auteur débutait, on va dire, était encore au tout début de son style graphique. Donc c'est pas forcément très très joli, et on pouvait avoir un peu des fonds ou des backgrounds un peu vides. Bah là c'est un peu la même chose, déjà l'animation est un peu lourde, les personnages ne se déplacent pas de façon fluide, on sent que ça traîne un peu, et c'est pas très très joli. Enfin, je veux dire, il y a quand même un minimal syndical qui est fait, à mon sens, mais on ne retrouve pas ce qui faisait le charme de la saison 1. Baisse de niveau graphique visuel qui fait que la pilule passe pas. Pas avec moi en tout cas, malheureusement. J'ai pas réussi
accroché, j'ai regardé jusqu'au bout, mais... Et même les combats, visuellement, sont pas très esthétiques, c'est dur. Sincèrement, c'est dur à regarder. Bien que j'ai pu vous expliquer pourquoi c'est un peu grisâtre, etc., c'est parce que le studio a fait le choix de coller au style de l'auteur. Là où le premier studio, ou la première saison, a fait le choix de proposer une animation qui colle beaucoup plus à l'ambiance de l'œuvre et à l'univers qu'est le Tour des Dieux. Je sais pas si vous voyez la nuance. Et c'est pour ça que la première saison a plu, parce que ça a créé quelque chose, ça a ajouté visuellement, ou plutôt ce qu'on voyait refléter ce qui se passe dans cette tour du dieu, Tower of God, je sais pas comment le traduire en tout cas en français. Mais la saison 2, du coup, il y a un petit côté d'incomplet, de quelque chose qui manque, un peu de saveur, un peu de sel, un peu d'épices, un peu de curcuma, quelque chose quoi. Je sais pas comment l'expliquer, je parle beaucoup avec eux en termes de ressenti, d'émotion, j'ai pas de point de vue technique à donner, mais je trouve que les personnages ou l'animation des personnages colle pas trop à ce qu'on est en train de voir, colle pas à l'univers qu'on est en train de voir. Après, je dis pas qu'ils sont représentés de telle manière dans le webtoon, mais il manque un petit truc qui est plus fluide, et surtout comment ils sont présentés dans l'œuvre, en tout cas dans la saison 2. Peut-être ce qui me dérange aussi au travers des personnages, dans leur représentation, c'est que on sent c'est un peu bizarre de dire ça pour un animé, mais j'ai l'impression que les personnages crachent leur dialogue comme, pas forcément sans émotion, mais ils crachent leur dialogue parce qu'il faut le dire à un moment là. C'est pas forcément très fluide dans leurs échanges, leurs relations, soudainement ils sont copains, ils sont assez proches, ils forment une super équipe, mais pourquoi, comment... Enfin, ça tombe un peu une perruque dans une soupe, quoi. Peut-être aussi c'est un côté, je sais pas, rushé entre guillemets, parce qu'on perd un peu un côté slice of life qu'il y avait dans le webtoon, ou aussi au travers des petites missions qu'ils réalisaient où on avait un peu plus le temps de voir du coup les dialogues qu'ils avaient entre eux, que c'était un peu plus fluide. Mais en tout cas, non. Vraiment, j'avais beaucoup d'attentes, c'était une des séries que j'attendais, et c'est pour ça que au travers de la saison 1 j'ai découvert ou lu le webtoon, j'ai tout rushé, saigné. Peut-être que j'avais beaucoup trop d'attentes, et là-dessus, c'est qu'à moi, ça ne tient qu'à moi. Après, j'ai cru lire aussi sur internet qu'ils ont fait des coupes budgétaires pour de nombreuses scènes pour les scènes de combat. C'est-à-dire qu'ils ont un peu mis de côté pas mal d'animations où ils ont fait vraiment le strict minimum et gardé le budget pour les scènes de combat. Sauf que les scènes de combat ne rentrent pas très bien non plus dans la partie 1 de la saison 2. Car oui, ils viennent d'annoncer la partie 2 de la saison 2. Peut-être que tout le budget de la partie 1 va passer dans la partie 2. Mais même, du coup, ça donne pas spécialement envie. Et là, je vous montre aussi les notes, je suis pas le seul à avoir été déçu. On passe de la saison 1 qui est autour, je crois, de 7,80 ou 8 à 6,60 en termes de notation. C'est prouve que peut-être que tout le monde avait beaucoup trop d'attentes sur cette saison 2, mais elle n'a pas réussi à convaincre. C'est terrible ce que je fais, mais à chaque fois, je vous dis, regardez quelque chose, genre un épisode ou deux, après basculez sur le webtoon ou achetez les mangas. Là, c'est la même chose. Regardez la saison 1, puis lisez sur webtoon toute la partie 2, voire la partie 3. Mais vraiment... Sinon, essayez peut-être la saison 2, peut-être que vous allez accrocher. Qui suis-je pour vous dire quoi regarder ou ne quoi pas regarder? Peut-être que vous allez accrocher et que vous allez attendre avec impatience la partie 2 de la saison 2. Mais en tout cas, pour moi, l'aventure s'arrête ici. J'éteins le flambeau. Alors j'en rigole, mais c'est pas très drôle. Je suis éreinté, sincèrement. Je sais même pas par quel bout commencer. Commençons par le commencement. Spirale, ça parle de quoi? Nous allons suivre Kylie, une jeune lycéenne qui va tout faire pour fuir son village natal, ou en tout cas s'y échapper, car les habitants sont assez obsédés, voire totalement omnibulés par les spirales à cause d'une malédiction inexpliquée. Spirale, it's a classic from Junji Ito. C'est un monument du manga de l'horreur encore à ce jour. Sachez que Spirale de Junji Ito est sorti entre 1998 et 1999. La chance en France d'avoir plusieurs éditions des œuvres de Junji Ito, que ce soit auprès de Delcourt Tonkam ou encore de Mangetsu, avec de belles petites choses, un bel ouvrage en tout cas. Donc, si jamais Spirale vous intéresse ou d'autres œuvres de l'horreur de Junji Ito, je ne peux que vous recommander chaudement de les découvrir et de les lire. Car Junji Ito
a un style graphique très propre à lui pour représenter l'horreur, que ce soit au travers de ses personnages, de ses histoires et aussi de l'ambiance qu'il essaye de décrire. Quelques extraits bien sûr du manga. La comparaison va être un peu nulle, mais pour moi, Junji Ito souffre de la même chose que Stephen King, c'est-à-dire que les adaptations de ses œuvres ne sont pas forcément ni bonnes ni mauvaises. Elles sont souvent mauvaises, mais au mieux, ok. Mais il n'y a aucune adaptation animée des œuvres de Junji Ito qui sont marquantes. Pourtant, Spiral avait tout pour être la première œuvre adaptée qui allait fonctionner du feu de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, rien que pour le trailer. Je vous mets le trailer, tenez. La première chose qui m'a conquis au travers de ce trailer et qui m'a fait dire on est entre de bonnes mains, c'est tout simplement cette envie de retourner en noir et blanc pour être au plus proche du style de Junji Ito. Accompagné de ça, et étrangement ça marchait plutôt bien sur le trailer, une 3D, l'utilisation de la 3D avec un style en noir et blanc. Ça me donnait envie. Et l'ambiance sonore. C'était un son ou une musique qui était prête à percer nos tympans et notre âme nous rendait fous, rentrer dans nos oreilles. Enfin, j'ai vu ça, je suis en mode waouh. En plus, cette adaptation animée était produite par Adult Swim, incroyable, en collaboration avec Production IG USA. Donc vraiment, on se dit, bon, allez, ça c'est deux grands pontes qui se serrent la main, et pour nous promettre que ça va se faire en 4 épisodes, donc vraiment bien scénarisé, bien découpé, pour avoir un rythme horrifique qui colle à l'univers de Spiral. Franchement, bingo, non? Tout fonctionne. Sauf que le trailer et toutes ses promesses sont sortis en 2019 pour nous dire qu'on allait avoir l'animé en 2020. Petit spoil, la série sortira en 2024 et c'est pour ça qu'elle fait partie du flop 2024. Pourquoi un décalage de 4 ans? L'une des premières raisons, c'est le Covid tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que ce soit Adult Swim ou au travers aussi de production Eiji USA, promettait de donner une série digne de l'œuvre de Junji Ito et il voulait prendre le temps de sortir 4 épisodes à la hauteur de ce qu'on avait dans le trailer. En 2023, nous avons eu un deuxième trailer ainsi qu'un extrait de l'épisode 1. Internet était en feu. Les fans les plus hardcore et même les fans beaucoup moins hardcore étaient en mode oui, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on veut. Merci d'avoir pris 4 ans en plus pour produire cette série. Au travers des extraits qu'on a vus, tout le monde était conquis. Dans l'annonce, ou le deuxième trailer d'annonce en 2023, on passait du coup à une diffusion de la série sur la plateforme Max, ou HBO Max en fonction de quelle région nous nous trouvons. Je vous dis ça, mais ça va jouer un rôle important pour plus tard. Et enfin, arrivé en 2024, premier épisode fin septembre, dernier épisode mi-octobre. Parfait pour un peu cette ambiance Halloween ou de l'horreur. Avec la date de sortie du premier épisode, et pour voir le premier épisode, le début de l'horreur, réellement. C'est compliqué en France de le voir. Enfin, compliqué, déjà, peut-être moi j'ai galéré à le trouver légalement. Il faut aller sur Prime Video, prendre un abonnement. Puis prendre un abonnement Max ou HBO Max, payer un surplus de 5,99€ par mois. Alors peut-être que c'est mon navigateur internet qui est bugué par moment ou mon compte Prime, mais une fois sur deux que je me connectais avec mon compte Prime Video, que ce soit sur la télé ou sur ordinateur, il disait que je ne pouvais pas regarder la série dans ma région car je n'avais pas HBO Max. Alors que j'ai payé. Je me déconnectais, reconnectais, etc., etc. Et là ça marchait. Peut-être que c'est moi qui buguais, enfin je sais pas, mais c'était, je me dis, c'est pas fou. S'il vous plaît, laissez-moi regarder l'épisode, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Hein. Laissez-moi. Premier épisode, rien à dire. Parfait de A à Z en termes de réalisation, mise en scène, personnage, le style en noir et blanc, merci. On retrouve tout ce qu'on aime dans le manga. Je n'ai rien à dire. Regardez le premier épisode. Je crois voir qu'il est gratuit ou mis en entier sur YouTube. Peut-être que ça a été retiré, mais voilà. Sinon, regardez sur Prime Video. Vous avez des essais gratuits pendant 30 jours. Prime Video et HBO Max. Faites la totale. Au moins pour le premier épisode. Le reste, entre une saison 1 et une saison 2 ou un changement de saison, on peut avoir des changements de studio d'animation.
Et ben là, on a eu un changement de studio d'animation et d'équipe d'animateurs, animatrices, production entre les différents épisodes. Ça c'est pas bon signe de qualité, c'est souvent très mauvais signe. Et c'est ce qui est arrivé. On a tout changé en termes d'équipe entre les différents épisodes, mis à part l'épisode 1 et l'épisode 3 où on retrouve quelques acteurs et actrices en termes d'animation et animatrices et au script. Épisode 2, douche plus que froide. Je pense que on était comme Kieye, on était dans ce village maudit, on était dans une spirale où on ne comprenait rien à ce qui se passait et on était englouté, on voulait s'en sortir. Je sais pas comment l'expliquer, mais en termes de ressenti, on passe de quelque chose d'incroyable. Vraiment, on se dit merci d'avoir compris le style, l'univers de Junji Ito pour ça. Ça fait mal parce qu'on avait beaucoup d'attentes, enfin, j'avais beaucoup d'attentes, tout ce temps d'attente, 4 ans, 5 ans même, beaucoup de promesses, beaucoup d'envie, c'est 24 minutes très longues, sincèrement, sur cet épisode. Après, il y a l'épisode 3, qui remontait un peu la barre en termes d'animation et un peu de dialogue, d'enchaînement d'événements. Épisode 4, je vais être honnête, je l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Mais de ce que j'ai entendu dire, c'est un peu en termes de niveau de qualité entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc j'ai vu 3 épisodes sur 4, ça grince des dents, sincèrement. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est l'animation, je vais parler déjà d'un point de vue scénaristique. La force de Junji Ito, c'est, ou plutôt de ses narrations, de ses histoires, c'est au premier abord plein d'enchaînements d'histoires horrifiques qui n'ont pas forcément de lien et qui puis, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, c'était pour créer une tension et avec des révélations assez conséquentes à la fin de l'œuvre. Dans Spiral, dans le dernier tiers, on s'en rend bien compte de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'œuvre va jouer un rôle important pour une situation horrifique bien précise. L'épisode 2 et l'épisode 3, ils ont rushé plein de choses. Ou voire n'ont pas adapté certains chapitres qui permettent ce build-up, cette construction de tension, d'intrigue et d'épouvante. Et c'est pour ça que ça marche pas aussi d'un point de vue épouvant dans l'épisode 2 et l'épisode 3. C'est résolu un peu trop vite, un peu shonnesque. Maintenant, là où ça fait mal, c'est l'animation. Et un des exécutifs producteurs ou producteurs exécutifs a commencé à expliquer sur les réseaux sociaux avant de supprimer ses tweets un peu du pourquoi, du comment ça s'est passé. Après, il n'a pas été extrêmement explicite, et il l'expliqua dans ses différents tweets. Malheureusement, on les supprimé. Et par contre, différents médias ont pu les récupérer et faire des articles de presse. Ils avaient 4 scénarios possibles pour la série. La première était de sortir l'épisode 1 et ne pas sortir le reste, de rusher l'ensemble des épisodes et donner un goût un peu bizarre. Et je sais plus c'était quoi les deux autres, sincèrement. Donc on sent déjà qu'il y avait une gestion de la production un peu catastrophique. Comme j'expliquais plus tôt, il y avait le Covid, et il expliquait aussi au travers de ses tweets que c'était assez difficile de travailler à distance, que c'était pas prévu de travailler ainsi, etc. Donc on comprend d'un point de vue organisation. Après, c'est une hypothèse que je suis d'accord avec, que j'ai pu trouver sur internet et que je suis un peu aligné. Tout à l'heure, je disais que dans le trailer 2023, ils allaient annoncer du coup la diffusion sur HBO Max. Il faut savoir qu'en 2022, il y a eu la fusion de Discovery, donc HBO, HBO Max, etc., avec Warner Media au sein même de Warner Bros. Et supervisé par un charmant personnage qui s'appelle Monsieur David Zaslav. Et de ce que j'ai compris un peu en farfouillant rapidement, ce monsieur est connu pour faire des coupes budgétaires à tout va. Ce faisant, et ce n'est pas impossible, il a pu faire des coupes très secs dans le budget de la série Spiral. Donc déjà que l'équipe de production d'animation n'a pas été aidée, entre autres par le Covid qui a pris du retard, et en plus, ils ont perdu, je sais pas, je donne un chiffre un peu hasardeux, potentiellement 50% ou 30% de leur budget. Et ça expliquerait tout simplement ce changement de studio d'animation et d'équipe d'animateurs et animatrices entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Parce qu'en fin de compte, ils n'avaient plus le budget, ni même le temps, pour le premier studio ou celle qui allait porter l'ensemble de la série. Ce sont des hypothèses, bien sûr, il n'y a rien d'officiel dans ce que je vous dis, mis à part le Covid, bien sûr, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on sent que c'est un peu cache-misère par moment en termes d'animation. Et là, je suis en plein épisode de deuil, car pour écrire cette vidéo, j'ai dû me remettre dedans dans toute cette colère et déception
parce que c'était sincèrement l'une de mes plus grosses attentes de ces dernières années. Ce n'est même pas pour l'année 2024, c'était pour l'année 2020, 2021, 2022, 2023. Car avant 2023, on n'avait aucune nouvelle de ça, on a été spirale. Tout ça pour ça. Bah, au moins, j'espère que ça fera une bonne vidéo pour vous. Je pense que c'est une très bonne manière de conclure cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment devant celle-ci. Un peu particulière car en fin de compte, j'ai mis beaucoup plus d'émotions, de ressentis, beaucoup moins de techniques, de creuser les sujets de fond, etc. Et je vous donne juste mon avis le plus sincère sur les œuvres que j'ai découvert et que j'ai détesté, déçu, pas apprécié aussi. Ah, pas forcément pas apprécié, tiens. C'est vraiment le côté déçu. On peut ne pas apprécier une œuvre, mais on peut quand même dire qu'elle est de bonne qualité. Là, il n'y avait rien qui allait, sincèrement. En tout cas, j'espère que cette début d'année 2025 va très bien pour vous. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous dire en commentaire aussi quelles ont été vos plus grosses déceptions, ou peut-être les séries qui vous ont le plus déplu. Je serais très intéressé. Mis à part ceux qui vont dire Blue Lock saison 2, bah, désolé les gars. Ou les filles aussi, je sais pas, désolé. Je vous souhaite un très bon début d'année 2025. Et je vous dis la bise. La bise.